il faut retenir qu'il s'agit d'une organisation de l'atelier de réflexion organisé par le Parlement des jeunes de Kinshasa, accompagné avec leur président national. Et nous avions été invités pour les accompagner sur la réflexion même qu'il faut faire par rapport à la paix et la guerre à l'Est. Donc la question qui touche toute couche de la population congolaise aujourd'hui, politiciens, non politiciens, nous avons besoin de la paix à l'Est. Et pour y arriver, nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de l'implication de tout Congolais là où il est, mais beaucoup plus la jeunesse, parce que vous savez que c'est ça même la force de notre pays. Aujourd'hui, c'est une jeunesse engagée pour sauver le pays, mais entre-temps, elle est plus manipulée, victime d'une manipulation des politiciens. C'est parmi les objectifs de cet atelier, parce qu'on ne doit pas considérer que la guerre ou l'affaire de l'Est, c'est l'affaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui seul, qui se bat bec et ongle, mais c'est l'affaire de nous tous. Et nous devons prendre conscience de ne pas être manipulés, de ne pas être divisés, parce que c'est notre pays que nous sacrifions. Nous devons être unis, nous devons beaucoup plus prôner la paix et l'unité pour que notre pays soit sauvé, que l'Est soit sauvé et que toute personne congolaise puisse poser un acte d'interpellation et à la communauté internationale et à toute personne qui serait derrière cette guerre injuste de l'Est. Les jeunes que vous êtes, honorables, vous êtes professeur, aujourd'hui vous êtes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que terminé, une fois que proposé, par exemple, comme loi en faveur de cette question? Je le disais dans mon exposé, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se disent sur la rue. Par exemple, sur la question des salaires des députés, des salaires des membres du gouvernement. Mais ce que moi je dois faire, c'est d'encadrer, c'est de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation des fonds nécessaires pour que le fonds puisse aussi bénéficier à tout Congolais, députés, enseignants, policiers, militaires. Tout le monde doit bénéficier de la richesse de notre pays. Et pour y arriver, nous, en tant que députés, nous devons encadrer, nous devons travailler pour la mobilisation des fonds nécessaires, mais aussi c'est un travail de tout citoyen pour que demain, on parle de notre pays. Et c'est possible. C'est important pour nous, en tant que jeunes, de vouloir réfléchir sur les questions d'ordre sécuritaire dans notre pays. Comme vous le savez, la jeunesse constitue la majorité sur le plan démographique de ces pays. Et cette jeunesse a un rôle à jouer pour tout ce qui cadre avec le développement et avec la gestion en fait, du pays. Alors en tant que jeunes et aussi responsables des jeunes, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse sur les résolutions que nous allons devoir trouver et aussi proposer aux institutions de la République, au corps diplomatique, pour que ces questions de guerre à l'est du pays puissent trouver des pistes d'activité. Quelles sont les recommandations que vous avez formulées? Les jeunes ont formulé différentes recommandations, entre autres de mener des stratégies, de mener des stratégies sur le plan économique. Comme vous le savez, ils sont forts sur d'autres points, d'autres secteurs. Nous également, nous en tant que pays, la RDC, sur le plan économique, nous sommes forts. Alors, il faut jouer sur l'aspect politique, sur l'aspect économique, pour que nous puissions, bien évidemment, trouver comment voulais-je dire, des moyens efficaces pour contrecarrer cette agression. Nous allons créer un centre de formation. Il faut commencer par des simulations. Vous allez faire l'hystéroscopie. Il faut commencer par les simulateurs.
Vous voulez faire une appendicectomie par sémioscopie, vous devez commencer par le simulateur qui sera coté et on vous donne un brevet certifié à votre formation. Ce n'est qu'à ce moment que vous pouvez le faire sur les corps humains. Nous allons créer un institut de formation en technique d'ALP et en chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire, vous savez, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va choquer, mais c'est la vérité. La République démocratique du Congo, avec ses 100 millions d'habitants, n'a aucun embryologue congolais. C'est très triste. Et vous ne pouvez plus envoyer un couple avec un problème d'infertilité secondaire ou primaire à l'étranger. Nous le faisons ici chez nous au pays. Alors, il y a plusieurs techniques qui existent chez nous ici. Nous faisons, si l'indication se présente, nous faisons l'insémination intra-utérine chez nous. Nous faisons la fécondation in vitro classique ou la fécondation in vitro avec ICSI. Je sais ces termes, vous les connaissez, vous êtes des médecins. Et chez nous, au niveau de l'andrologie, nous faisons la préparation des spermes, le lavage des spermes, la conservation des spermes, nous le faisons chez nous. Et chez nous, nous faisons aussi la préservation de la fertilité. Vous savez bien que l'âge maximal de la fertilité chez une femme, c'est entre 20 et 25 ans. Quand vous dépassez 25 ans, à partir de 30 ans, la fertilité commence à chuter. Et à 35 ans, 40 ans, c'est presque nul. Vous n'avez plus la réserve ovarienne qu'il faut. Mais parfois, avec les études longues, et les mariages aussi dans nos milieux, ça devient de plus en plus compliqué. Nous conseillons aux médecins que vous êtes de commencer à conseiller ces jeunes dames de 25 ans, de 30 ans, de venir chez nous. On va conserver leurs ovocytes. Et après, s'ils trouvent un mariage et qu'il est frappé par la réserve ovarienne effondrée, elle peut faire recours à ces ovocytes gardés chez nous il y a plusieurs années avant. Donc c'est ce que nous faisons. Nous conservons les embryons, nous conservons les gamètes, mâles et femelles, il n'y a pas de souci chez nous. Dia, le département qui fonctionne, là je venais de terminer, le département qui fonctionne normalement, c'est l'assistance médicale à la procréation. Nous faisons toutes les techniques, en commençant par les rapports sexuels programmés, l'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro classique et la fécondation in vitro avec ICSI. Bon. Et là aussi, ça se passe très bien. Deuxième département qui se déroule normalement maintenant, c'est le département des chirurgies mini-invasives. Ici, dans la chirurgie mini-invasive, nous avons déjà deux départements qui fonctionnent normalement. Normalement, l'urologie et la gynécologie. Et ici sur la photo, vous pouvez voir l'appareil de lithotripsie. C'est avec cet appareil que nous opérons des calculs de lithiase rénale et c'est un ambulatoire. Le malade rentre à la maison. On opère le matin, le soir, le malade est chez lui. Donc, qu'est-ce que nous faisons en Dia? Qu'est-ce que nous faisons en gynécologie et chirurgie mini-invasive? Chez nous, nous faisons les hystéroscopies diagnostiques et opératoires. Nous enlevons les polypes utérins, les synéchies, les septomes, les fibromes sous-muqués. L'homme est azospermie. Là-bas, on ne se limite pas là-bas parce que, bon, en médecine générale, quand vous recevez un couple avec azospermie, parfois vous dites que non, on est limité, il n'y a plus rien à faire. Mais chez nous, on ne se limite pas là-bas. On va demander les examens de deuxième mutation, on va demander les gonadiotrophie, FSH, LH et 5 cas d'insémination intra-utérine. Et là, nous avons eu 2 grossesses échographiques et nous avons eu une naissance vivante. Donc nous sommes à 20% par rapport à l'insémination et vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de cas parce que pour faire l'insémination, il faut
il y a des indications. Il va y avoir au moins une trompe perméable, la réserve ovarienne préservée et un bon spermogramme, soit oligo, asténo, modéré. Là, vous pouvez y aller. Malheureusement, on n'a pas assez de cas. Il vous reste 5 minutes. Ah, merci, MD. Par rapport aux résultats de la chirurgie minière basique chez nous, l'urologie et la gynécologie, vous voyez, nous avons les TURP, nous avons eu 12 cas de résection transurétrale de la prostate. Sur les 12 cas que nous avons eu, il y a 9 cas où ils ont fait juste soit entre 1 à 3 jours d'hospitalisation. 3 cas, ils ont fait entre 3 à 5 jours d'hospitalisation. Et parmi les 12 cas, nous avons eu quelques cas où on a eu des complications post-opératoires. Donc la chirurgie est très satisfaisante chez les patients et chez nous-mêmes, l'équipe médicale. Voilà, les lithotripsie, nous avons eu 2 cas et c'est vraiment ambulatoire, il n'y a pas eu d'hospitalisation, on n'a pas eu des complications post-opératoires. TISA, nous avons eu 9 cas et c'est un ambulatoire. Seulement 2 cas où on a eu des complications. Bon, ce ne sont pas vraiment des complications post-opératoires, mais seulement que nous sommes allés chercher les spermatozoïdes, on n'a pas trouvé. Et c'est là qu'on est rentré vers les couples et nous n'avons pas vu. Maintenant, nous devons passer au don des spermes. Et ça, c'est ça. Et hystéroscopie, on en a eu beaucoup, c'est 358 et c'est toujours en ambulatoire, complication 0, c'est vraiment excellent. Et celluloscopie, nous avons eu 18 parce que celluloscopie, c'est vraiment une technique récente. Nous avons commencé avec ça, c'est qu'on n'a pas encore eu beaucoup de cas. Et c'est vraiment 17 cas, c'est 1 à 3 jours. Et un cas qui a posé problème, c'est jusqu'au 5e jour d'hospitalisation. Et c'est le cas qui a eu une complication, il y a eu une suspicion d'embolie pulmonaire qui a été confirmée à l'angioscale. Dieu merci. Et elle a été, on a mis des héparines poids moléculaire bien avant et elle a bien évolué. Bien. Alors, les perspectives d'avenir des GMT à polyclinique. Nous allons créer un hôpital métropolitain de Kinshasa. Ça ne sera plus GMT à polyclinique, mais ça sera hôpital métropolitain de Kinshasa. Et le projet est très avancé. Nous vous rappellerons encore les jours de l'inauguration, on sera encore ensemble. Alors, ça sera un hôpital comme tout autre hôpital, comme nous fonctionnons, mais nous aurons nos particularités. Ça, vous trouverez que chez nous. Peut-être après nous, il y aura d'autres personnes qui viendront, mais d'abord, ça sera le premier centre de simulation en Afrique. Vous savez, nous sommes médecins. La plupart d'entre nous ont opéré directement dans les corps humains. On fait les épisiotomies directement dans les corps humains. C'est pas normal. Même il vous reste 2 minutes. Ok. Alors vous voyez les fibres laser en couleur bleue pour vous expliquer. Thank you all for coming. Merci à vous tous de venir encore. My name is Dr. Rahul. I am a senior consultant in urology and head renal transplant at Sarvodaya Hospital and Research Center. Oui, je m'appelle Dr. Raoul, je suis le senior consultant en neurologie et je suis le chef du département de la transplantation rénale. So today the first topic of our presentation would be the understanding prostate health. Everybody must have heard about it, everybody must have talked about it, everybody must be seeing patients and consulting patients for the prostate. Bon, le premier titre, nous allons essayer d'étudier, de comprendre les soins de santé du prostate. So what is prostate? Prostate is a walnut-sized gland which is found at the base of the urinary bladder. Okay. C'est quoi le prostate? Oui, c'est une glande qu'on retrouve à haut du bladder, donc de la vessie. It surrounds the urethra and produces the fluid that transports the sperm during the ejaculation. C'est juste aux alentours de l'urètre et il transporte le fluide, donc le sperme, avant l'éjaculation. Prostate, the normal size of the prostate is approximately like 18 to 20 grams, and after mid-40s, the size of the prostate starts to grow. Oui, le size normal de prostate c'est de 20 grammes. Mais néanmoins, après un certain temps, ou bien avec l'âge, ça commence à grandir et puis on atteint 40 grammes.
So what are the problems that all the men face regarding the prostate? The first and the foremost would be the benign prostatic hyperplasia, that is the enlargement of the prostate. The second is prostatitis, that is the infection, that is the burning, the dysuria and the infection of the prostate. And the last but definitely not the least would be the cancer of prostate. Oui, quels sont les problèmes causés par les prostates? Il y a un enlargement, les prostates augmentent le volume, on appelle ça BPH. Et puis il y a les infections prostatistes, et puis il y a les problèmes de cancer de prostate. Okay. So, what is the BPH relation to the prostate cancer? So, I'm going to bust some myths and I'm going to present you with some facts. Okay. Bon, quels sont les problèmes d'augmentation du volume de prostate? Je vais peut-être vous expliquer certains cas et certains problèmes, puis comment trouver solution à ces problèmes. So, you must be having a lot of patients coming to you and asking about the prostate and the enlarged prostate and whether it actually leads to prostate cancer or not. So these are the myths that surrounds you and your patients, and they will be coming to you and asking again and again these questions. Il y a des malades qui vous approchent et qui vous demandent bon, c'est quoi le prostate, puis est-ce que si je fais ça, puis je peux faire ceci, ou puis je fais ça, ceci, c'est le prostate ou pas? Il y aura plusieurs questions que les malades vont vous poser quand ils viennent chez vous. So first and the foremost, the BPH, that is the enlargement of the prostate, is not equal to prostate cancer. Alors, ce que vous devez comprendre, premièrement, le fait que le prostate a augmenté le volume, ce n'est pas en relation avec les problèmes de cancer de prostate. The BPH or the enlarged prostate does not cause prostate cancer. Et d'ailleurs, même si le volume de prostate a augmenté, cela ne peut pas causer le cancer de prostate. But the symptoms of the BPH, that is the lower urinary tract symptoms, are similar to that of the prostate cancer, and definitely the BPH can also coexist with the prostate cancer. Oui, malheureusement, les symptômes de prostate, bon, parfois, ça peut nous pousser à peut-être à avoir aussi le cancer de prostate. Alors, parfois, il y a toujours des corrélations entre le volume de prostate et le cancer de prostate. Okay. A very important factor that everybody must be seeing in their OPDs and in their during the investigations is the PSA level. So a PSA level alone cannot distinguish between the benign, that is the enlargement of the prostate, as well as the prostatic cancer. Oui, c'est que vous contribuer un peu à ce que le docteur Émile a essayé d'expliquer, c'est-à-dire l'élargissement. En fait, on parle de parallélisme. Il n'y a pas de parallélisme entre la symptomatologie, ce qu'on appelle les SBO, et donc les symptômes du bas appareil urinaire, et le volume de la prostate. C'est-à-dire le malade peut avoir seulement une augmentation du volume de la prostate au niveau de ce qu'on appelle le lobe médian. C'est-à-dire quand vous faites votre toucher rectal, vous allez trouver qu'il n'a pas une prostate augmentée de volume. Mais par contre, quand vous allez documenter le cas par les échographies, tout ça, vous allez voir qu'il y a le lobe médian qui a augmenté de volume. Et actuellement, on parle même de l'index de protrusion intraprostatique qui est gradé. Donc, je voulais juste compléter ça. Et un autre élément, juste aussi pour notre frère qui présente, le docteur Raoul, c'est que quand on fait l'endoscopie, notamment de la prostate, il y a un repère important, c'est le verrou montanum. Donc, peut-être c'est très important parce que si vous êtes en dessous du verrou montanum, le malade aura des incontinences urinaires comme complication. Donc ça, c'est beaucoup plus technique. Je comprends, mais il faut le dire, c'est important. Merci. Oui, à chaque bien polyclinique, nous faisons la fragmentation de l'ADN, mais si et seulement si ces couples a connu plusieurs cas d'échec. Et actuellement, avec la technique des GPT, on saute même la fragmentation, c'est-à-dire on fait la biopsie de l'embryon, on envoie auprès de nos partenaires égyptiens pour faire l'analyse génétique de l'embryon. Parce qu'au laboratoire de l'embryologie, lorsque nous faisons l'évaluation de l'embryon, on fait une évaluation morphologique, c'est-à-dire là on voit le nombre de blastomaires, on voit la fragmentation, on voit la symétrie des blastomaires. Mais une évaluation morphologique d'embryon ne suffit pas. Vous allez voir du point de vue morphologique, des couples présentent de bons embryons, mais ils connaissent des échecs. Alors il faut aller faire l'analyse génétique de ces embryons
Et là, on fait le GPT, donc la biopsie de cet embryon et aller faire l'étude génétique. Et nous faisons aussi le GPS pour certains couples qui exigent le sexe des enfants, que nous voulons avoir un an. On peut aller faire même le chromosome de ces embryons pour en déterminer le sexe. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre présence. Merci à tout le monde. Et nous allons vous inviter au buffet. Mais en attendant, nous allons inviter M. Lodi pour déjà commencer à distribuer les petits colis aux